On est à 52 personnes connectées pour le moment. On en attend encore au moins 50, mais on va attaquer. On va attaquer. Euh, Juste pour un petit rappel rapidement avant de laisser la parole à Madame Debord. Pensez à vous identifier au niveau de vos noms. Par défaut, en effet, pensez à bien couper vos micros et votre caméra pour laisser la bande passante à la présentation et aux intervenants pour éviter les bruits de fond. Et après, si vous avez des questions, pensez à les poser dans le chat de façon à ce qu'on puisse après intervenir à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est juste les petites règles de départ. Et je vais pouvoir laisser la parole à Madame Debord. Donc, Merci. Bonjour à tous. Merci. Je vais donc avoir le plaisir et l'honneur de vous saluer tous et de saluer ceux qui ne sont pas encore arrivés, mais pour lesquels mon petit mot d'introduction va leur permettre d'avoir le temps de se connecter. Je ne serai pas longue, hein, mais je suis contente d'être avec vous ce soir pour ce webinaire. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir pris le temps de l'organiser et le temps d'y assister. Je comprends que donc notre webinaire ce soir, c'est l'occasion de présenter aux professionnels de santé, aux médecins, la nouvelle plateforme régionale de téléexpertise, donc OmniDoc, qui vient remplacer progressivement l'autre plateforme qui s'appelait Covotem Telis, si je suis bien informée. Donc le renouvellement du marché est une très bonne occasion, un moment propice pour lancer une nouvelle dynamique. Et d'autant que les retours d'expérience concernant la phase pilote que nous avons lancée au printemps 2023 sont très élogieux et unanimes, donc on en est ravis. On espère que vraiment OmniDoc va trouver largement son public. Donc les présentations de ce soir, ça va nous permettre de confirmer que l'outil est facile, qu'il est ergonomique, qu'il est fonctionnel, contrairement à peut-être l'ancienne plateforme de téléexpertise qui avait 10 ans et qui était pas mal décriée. Donc, on va voir au cours de ces séminaires comment ça fonctionne. Et puis, nous, à l'ARS, nous allons en attendre beaucoup, puisque la téléexpertise, ça peut tout à fait fluidifier les parcours de soins des usagers qui, en accélérant les délais de réponse, en réduisant aussi, bien sûr, les déplacements de patients, les coups de fil qui prennent du temps à tout le monde, et donc en faisant émerger ainsi des organisations de téléexpertise dans une optique de gradation des soins. Et nous souhaitons aussi souligner l'intérêt de la téléexpertise parce qu'elle est asynchrone et que donc ça facilite les conditions de travail de tout le monde. On a rarement besoin d'avoir une expertise immédiate en temps direct. Et donc, le fait qu'on puisse tous travailler en respectant les organisations des autres, que ce soit les médecins spécialistes, bien sûr, mais aussi tous les autres, toutes les personnes requérantes, les médecins traitants, les sages-femmes, les paramédicaux, c'est vraiment de nature à améliorer les conditions d'exercice de tout le monde. Donc, la télésanté, ça doit viser un accroissement de l'offre de soins, sans bien sûr se contenter, puisque ce n'est pas l'objet, de se substituer à l'offre existante, mais de faire que chacun soit mieux dans son exercice professionnel. Donc, nos priorités, vous les connaissez, hein, c'est à la fois améliorer le repérage, le dépistage de tout un tas de problèmes de santé, que ce soit en dermatologie, en cardiologie, en dentisterie, en s'appuyant sur l'imagerie, bien sûr, hein, les photos, les radios, les ECG, suivre à distance les maladies chroniques, notamment en endocrinologie, en diabétologie, en insuffisance rénale, en néphro, HTA, cardio, la BPCO qui est aussi bien souvent trop peu suivie, l'asthme, la pneumo, et de structurer des filières régionales de recours avec des solutions techniques régionales spécifiques comme le télé-AVC, la télé-EEG en neurologie, la téléimagerie, etc. Donc voilà un nouvel outil qui, je l'espère, va atteindre ses objectifs et je vous remercie donc une nouvelle fois pour cette démo que vous allez nous faire ce soir et on attend beaucoup de réactions hein, des utilisateurs et des futurs utilisateurs et nous promouvrons nous aussi à notre tour et dans nos différentes lettres pro, puisque demain sortira la première lettre pro de l'ARS, l'utilisation d'OmniDoc. Merci à tous.
Merci Madame Debord. Je vais laisser la parole donc maintenant à Madame Viatour pour ces éléments introductifs et donc du coup la parole à Madame Viatour de la DCGDR sur les aspects plus réglementaires de la télémédecine. Oui, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon pour vous, très bien. Donc, concernant les aspects réglementaires en télémédecine, le titre finalement est beaucoup plus large que le propos que je vous propose de vous apporter, où on est vraiment sur de la téléexpertise. Un rappel vraiment rapide de l'histoire réglementaire de la téléexpertise avec les textes sur lesquels on va pouvoir s'appuyer quand on a des questions ou quand on a des questions sur la réglementation. Donc, l'avenant 6 à la Convention médicale de 2016, l'avenant 9 à la Convention médicale de 2021, et puis le Code de la sécurité sociale. On verra que finalement, la réglementation bouge sur tous les aspects de télémédecine et la téléexpertise ne fait pas exception. Donc, il faut finalement, quand on est acteur de la santé et qu'on s'intéresse aux aspects de télésanté et de télémédecine, finalement, il faut se tenir au courant assez régulièrement. Donc là, je vous propose de faire l'exercice de résumer un petit peu les éléments qu'on doit connaître quand on veut faire de la téléexpertise en tant que requérant ou en tant que requis. Pour autant, ce dont je vais parler aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 6 mois ou dans 2 ans. Donc, je prends cette précaution verbale, ça bouge très vite. On peut avancer le support. Alors, la téléexpertise, on trouve une définition dans la LGAP, dans la nomenclature des actes. Finalement, c'est un professionnel de santé qui a besoin d'avoir l'avis d'un autre professionnel de santé. Et en l'occurrence, il a besoin de l'avis d'un médecin ou d'une sage-femme. Pour le moment, ce sont les deux professions qui peuvent être requises pour donner leur avis. Alors, on donne un avis dans le cadre d'une décision diagnostique ou thérapeutique pour la prise en charge du patient, pour un meilleur suivi. La demande de téléexpertise, elle doit être rapportée dans le dossier médical du patient et puis elle doit être aussi rapportée dans le DMP quand DMP il y a. Et enfin, il faut que le requérant, le professionnel de santé qui est en difficulté ou en tout cas qui demande l'avis, doit préciser les motifs de sa demande et pouvoir transmettre au médecin ou à la sage-femme tous les éléments dont il a connaissance, de l'imagerie, Madame Debord en parlait tout à l'heure, mais aussi le contexte clinique, etc. On peut passer sur la slide d'après. Sur les conditions de réalisation, finalement, elles sont assez empreintes de bon sens, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que le patient soit informé et puis qu'il soit d'accord. Ensuite, il faut que la technique le permette, c'est-à-dire avoir de l'équipement pour envoyer des images, pour pouvoir collaborer avec un collègue à distance avec des aspects sécurisés. Et c'est là qu'on a la MSS ou le partage via une plateforme qui garantit la confidentialité du traitement des données de santé. Et puis enfin, le médecin requis qui a donné son avis doit pouvoir apporter un compte-rendu au dossier du patient. Alors, quelques précisions, la téléexpertise, on ne peut pas la cumuler avec d'autres actes ou d'autres majorations. Elle ne peut donner lieu à aucun dépassement d'honoraires. De manière dérogatoire, c'est un acte qui est facturé en tiers payant. Il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Mais attention, tous les professionnels de santé ne peuvent pas demander un nombre illimité de téléexpertise, ils ne peuvent pas requérir un nombre illimité de téléexpertise pour un même patient. Je vous ai fait un récapitulatif plus tard. Ce sera très clair de manière à pouvoir, en fonction de quel type de professionnel de santé est requérant, vous verrez qu'il y a des nombres différents pour les patients. Pour l'éligibilité, finalement, pour les patients, c'est très simple depuis peu, mais maintenant c'est très simple, c'est pour tous les patients. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Pour les professionnels, les requérants, ce sont tous les professionnels libéraux conventionnés, salariés d'établissements sanitaires ou salariés de centres de santé. Donc finalement, il n'y a que les libéraux non conventionnés qui ne vont pas pouvoir se retrouver dans le cadre dont on parle aujourd'hui, ce qui est plutôt logique. Et puis, pour les requis, ce sont les médecins et les sages-femmes.
Et un professionnel de santé ne peut pas s'auto-requérir pour s'auto-demander son avis. On peut continuer. Alors voilà, pour les modalités de facturation, ça dépend du logiciel du médecin ou de la sage-femme. Ça, c'est pour le professionnel qui est requis. Il y a un code acte qui est créé qui correspond à 20 € pour l'acte d'expertise. Et puis, pour le professionnel de santé qui requiert l'acte, il y a un autre code avec un montant qui diffère, qui est de 10 €. Donc, on voit qu'en fonction du logiciel métier, soit il intègre les fonctionnalités qui sont souhaitables, et dans ces cas-là, ça passe en sésame sans vital, soit c'est en sésame dégradé, mais finalement, les modalités sont prévues, quel que soit le logiciel métier dont dispose le professionnel de santé. Donc, pour la facturation, en fait, la facturation se fait en direct entre l'assurance maladie et le professionnel de santé. Le patient, il va le voir dans son décompte de remboursement, mais il ne va pas payer l'acte en question. Donc, c'est facturé en tiers payant et c'est pris en charge à 100%, comme on le disait. Alors là, je vous ai pas fait un cadeau avec cette slide, elle est vraiment pas grande. Je prends mon papier, moi, me concernant. Donc, en fait, vous avez sur la gauche les professionnels de santé qui sont autorisés à facturer soit en tant que requérant, soit en tant que requis. Vous avez le nombre d'actes qui est possible pour les requérants. Par exemple, un orthophoniste peut requérir 2 fois pour un même patient une téléexpertise dans l'année. Il ne peut pas en demander 10, il peut en demander 2 maximum. Là où l'infirmier ou l'IPA peut demander 4 fois une expertise pour un même patient. Et donc, vous avez le détail pour les masseurs kinés, pour les pédicures podologues, les sages-femmes, les médecins. Alors, pour les sages-femmes et les médecins, vous avez aussi le côté requis avec les actes qui correspondent. Et puis, vous voyez que les masseurs kinés et les pédicures podologues pourront être requérants à partir de 2024. Dans la slide qui suit, voilà, simplement donc le rappel des précautions verbales que j'ai pris au début de cette toute petite présentation. Donc, le cadre est hyper évolutif. Donc, un rappel des textes que vous pouvez aller voir, aller consulter, les ordres et les URPS qui sont souvent à la pointe sur le sujet, le site du ministère de la Santé, évidemment, et puis les adresses spécifiques en fonction de votre département sur lesquelles vous pouvez poser des questions. Donc, ce sont les adresses génériques des dames de chaque caisse. Et puis, évidemment, amélie.fr sur lequel vous avez de l'information également. Voilà ce que je peux vous proposer sur le sujet aujourd'hui. Merci Géraldine pour cette intervention. On peut peut-être prendre 2-3 questions avant de passer à la présentation d'Omnidoc. S'il y a des gens qui ont des questions plus particulières sur cette thématique-là, mettez un petit mot dans le chat ou sinon vous prenez le micro. Alors, les questions peuvent aussi arriver au fur et à mesure et je peux apporter... Alors, si je peux apporter des réponses ce soir, je les apporte ce soir et puis sinon, je ferai en sorte qu'elles vous parviennent par vous, David, si ça vous convient. Ouais, avec plaisir. Et du coup, je vois que le docteur Bidot lève la main. On vous écoute. Oui, c'est pas une question. C'est dommage qu'on n'ait pas prévu que les dentistes puissent être requis, surtout dans notre région, parce qu'il y a un enjeu fort d'incapacité d'accéder aux soins dentaires et du recours aux médecins pour des pathologies dentaires et avec des compétences qui ne sont pas forcément celles des médecins. Donc, ce serait bien de faire remonter ça, qu'on puisse imaginer que les dentistes puissent faire partie des experts potentiellement requérables. C'est bien noté, docteur. Brice, Oui, bonsoir à tous. Si je peux apporter des compléments à la remarque du docteur Bidot, c'est que les chirurgiens dentistes n'ont pas encore priorisé, on va dire, cette négociation dans leur négociation conventionnelle.
Pour autant, et comme vous le dites à raison, on a des besoins en région centre, et c'est la raison pour laquelle on a déjà financé une expérimentation dans le cadre de l'article 51 dans le Cher, pour justement permettre des dépistages de personnes âgées à domicile ou en EHPAD. Et on a 2 CPTS autour et Asclepios, donc dans le l'Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, qui ont participé, on va dire, à un appel à projet e-santé et pour lesquels on finance du coup des actes de télexpertise via les CPTS. Donc on essaye effectivement, entre les dispositions conventionnelles nationales qui existent et les besoins du territoire, de trouver nos voies de passage pour justement faciliter les usages et aider, on va dire, à contribuer à l'accès aux soins. Dans l'attente de l'arrivée du droit commun, évidemment. Merci Brice. Jean-Michel, tu voulais réagir? Oui, docteur Lemaître. Et techniquement, les dentistes peuvent déjà s'inscrire sur la plateforme OmniDoc avec leur numéro RPPS, quoi, je veux dire. Ça veut dire que la technique permet, après maintenant, c'est le cadre réglementaire qu'il faut mettre en place. Merci Jean-Michel. Madame Debord précise qu'il y a eu une inauguration d'un bus bucco-dentaire aujourd'hui. Donc voilà, en termes aussi par rapport à ça. Je vais laisser maintenant la parole donc, à Estelle Nico pour le grade avec les responsables d'Omnidoc. Estelle, la Bonjour. parole est à toi. Oui, c'est bon, je te laisse avancer sur le Voilà. PowerPoint. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais déjà vous présenter le grade et puis très, très rapidement ce que nous faisons aujourd'hui pour les professionnels de santé avant de laisser la parole à Tiffaine qui va vous présenter concrètement la solution puisque je pense que c'est ce que vous attendez ce soir. Je te laisse avancer. Donc, le grade, on est le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. On est basé à Olivet et on représente vraiment tous les professionnels de santé de la région. Notre mission, c'est de vous accompagner pour mettre en place des projets, pour vous fournir des services. Je te laisse changer de slide, David, s'il te plaît. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la télésanté, mais on a d'autres services. On a le e-parcours, on a Via Trajectoire, Réseau Pro, que vous connaissez peut-être, et on a également les services nationaux qu'on accompagne, donc par exemple le SMS numérique ou surtout le Ségur du numérique, qui est un sujet assez important aujourd'hui. Vous avez tous nos services et tous nos contacts sur notre site qui sera disponible dans le PowerPoint, donc vous pouvez nous contacter. Et je te laisse passer à la slide suivante. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de téléexpertise. Donc, comme disait tout à l'heure Madame Debord, on avait une solution depuis quelques années. On arrivait en fin de marché. Donc, on a travaillé avec les professionnels de santé de la région pour changer la solution, pour remettre en place un nouveau marché. Et ça a été vraiment un choix unanime. Toutes les fédérations, tous les professionnels de santé représentés ont choisi la solution OmniDoc pour sa simplicité, l'ergonomie que ça nous apportait et vraiment pour faciliter les usages et répondre à vos besoins du terrain. Donc aujourd'hui, la téléexpertise, on a un annuaire régional multi-éditeur sur lequel je ne vais pas m'appesantir aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de cartographier l'offre de téléexpertise existante, quelle que soit la solution utilisée par l'expert. Donc je te laisse passer à la slide suivante. Et donc aujourd'hui, on est là vraiment pour parler de notre nouvel outil régional qui est OmniDoc. Donc on a commencé à le déployer en avril. On est maintenant en expansion régionale. C'est donc un outil qui est financé par l'ARS, donc qui est gratuit pour l'ensemble des utilisateurs, les requérants et les requis. C'est une plateforme, je laisserai Tiffaine parler plus de détails, mais qui est disponible très facilement en web. Vous vous auto-enrôlez, en 1 minute, vous avez un compte. Il y a une application smartphone. C'est vraiment plus simple, c'est pas possible. C'est vraiment là, je pense que vous serez, tout à l'heure, vous aurez la présentation et les retours d'expérience. Ça devrait vous convaincre. Et je te laisse changer de slide.
Donc aujourd'hui, on a déjà de nombreux experts qui sont disponibles, que ce soit des experts libéraux individuels, des experts regroupés en réseau organisationnel. Le docteur Darwish vous présentera tout à l'heure le réseau Cardiocentre. Il y a des experts aussi hospitaliers. Jonathan vous présentera le projet du 28. On a des offres dans de nombreuses spécialités de la cardiologie, de la dermatologie qui vous paraissent simples en téléexpertise. On envoie un ECG, une photo. On a des offres en endocrinologie, en gynécologie. On a des offres vraiment tous les jours. On a des nouvelles offres. On accompagne des CPTS sur des projets particuliers, le bucco-dentaire, Asclépios autour, le Giennois-Berry avec les plaies et cicatrisations dont va parler Madame Moussion. On est vraiment là. Aujourd'hui, on a une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans la mise en place de ces projets. Sur OmniDoc, vous pouvez vous inscrire, lancer votre offre très, très rapidement. Si vous êtes requérant, vous vous inscrivez, vous aurez accès à un annuaire et vous aurez accès à des offres très, très vite. Mais nous, on est aussi là. On a une équipe d'accompagnement territorial présente sur le terrain pour vous accompagner au plus près. Et si vous souhaitez structurer un peu comme ce qui se passe avec le réseau cardio et structurer votre offre pour pouvoir l'ouvrir sur des territoires plus importants, on est vraiment là pour vous accompagner. Je te laisse changer la slide. Aujourd'hui, sur la solution, toutes les semaines, en gros, il y a 10% en plus d'activité par rapport à la semaine d'avant. La solution, je pense, sur le terrain, vous la prenez en main tellement facilement qu'aujourd'hui, nos chiffres montent très, très rapidement. Il y a plus de 120 experts distincts qui vous répondent pour rendre des avis. Il y a plus de 500 requérants distincts de différentes professions, puisque comme vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas que des médecins. On a des infirmiers, on a des orthoptistes, des orthophonistes qui font des téléexpertises. Donc, ce n'est pas uniquement réservé aux médecins. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près à 300 téléexpertises par semaine et on espère que bientôt, ce chiffre va encore augmenter. Donc, je te laisse passer à la slide d'avant. Cette slide, c'était pour vous montrer que de façon assez classique, les experts ils sont sur les sites où il y a beaucoup de second recours. Donc, on va vraiment être sur un axe Tours, Orléans, Chartres. Par contre, les requérants, ils sont partout dans la région. Donc, on accompagne vraiment, il y a vraiment une plus-value pour les patients de toute la région. Si le sud de la région aujourd'hui est peu représenté en termes d'experts et de second recours, on voit que les patients, via les requérants, eux, peuvent avoir accès à la téléexpertise et c'est quelque chose aujourd'hui qui est important pour nous, de justement ouvrir les offres sur des départements qui ont moins de second recours en présentiel. Donc voilà, je te laisse passer la main. Et donc voilà nos coordonnées. On a vraiment des chargés d'accompagnement qui sont sur les départements, qui vous accompagnent, qui accompagnent les projets. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Nous, on est là pour ça. Et puis, je vais passer la main à Tiffaine Bouhan qui va vous présenter la solution avant que vous ayez les retours d'expérience du terrain qui devraient être le plus parlants. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Tiffaine Bouhan, je m'occupe des partenariats sur le Centre Val-de-Loire. Et là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment fonctionne la solution. Dans la démo, je vais d'abord me placer du côté d'un requérant, donc quelqu'un qui souhaite demander l'avis d'un expert. Et puis ensuite, je me placerai du côté d'un requis, donc d'un expert qui va répondre à la demande qui lui a été adressée. Avant de partager mon écran et de vous présenter la solution, quelques mots sur OmniDoc. Donc, la téléexpertise, elle a toujours existé. C'est la réglementation qui a changé. Et donc, depuis février 2019, elle est devenue un acte médical. OmniDoc s'est créé à l'été 2019. La solution repose sur un triptyque qui est, une solution très simple sur laquelle on s'auto-enrôle, comme le disait Estelle, très simplement grâce à son numéro RPPS. Ensuite, deuxième chose, elle est configurable pour vraiment s'adapter aux besoins des experts. C'est les experts qui vont définir en quelque sorte les règles du jeu pour préciser sous quelles conditions ils peuvent être contactés. Et puis, troisième point, OmniDoc travaille à l'optimisation du circuit administratif continuellement grâce à l'interfaçage avec les logiciels de cabinet. OmniDoc est vraiment dédié à l'accompagnement de tous les acteurs dans toutes les spécialités et on accompagne aussi bien des professionnels en individuel que des organisations hospitalières type CH ou CHU
ainsi que des cliniques, et également des nouvelles organisations libérales, type équipe de soins spécialisés et CPTS. Et voilà, plusieurs d'ailleurs CPTS se sont lancés sur le territoire. La mise en place de la téléexpertise, qu'est-ce que cela permet? Un accès facilité à l'expertise, une meilleure priorisation des avis entre urgents et non urgents, ou même à l'inverse, éviter des consultations inutiles. Du côté des experts, moins d'interruptions de tâches lors des consultations et recevoir finalement des demandes qui vont être plus structurées. Et enfin, une valorisation de ce temps médical investi dans un contexte où voilà, la pénurie médicale est de plus en plus criante. Donc, je vais maintenant vous partager mon écran pour... Hop, alors, attendez. Partager l'écran. Pour vous présenter OmniDoc. Voilà des exemples. Alors, je ne vais pas casser la surprise du docteur Darwish qui va présenter son réseau Avicardio Centre, mais voilà, un type de réseau libéral que l'on accompagne, et le docteur Darwish y reviendra. L'exemple de la CPTS Gâtinais-Montarjoie. Donc, pour chacune des organisations, une page de réseau est accessible où les membres ou les experts vont présenter leur projet médical. Donc ici, c'est celui d'une CPTS. Je voulais vous montrer également celui du guichet unique du centre hospitalier de Chartres. Et pour chacun des projets, les experts vont définir quel est le périmètre médical sur lequel ils souhaitent être contactés, qui sont les professionnels autorisés à les contacter, sous quel format ils souhaitent recevoir la demande et comment ils vont s'organiser en interne, eux, pour traiter de façon collective ces demandes entrantes s'ils sont organisés en réseau. Quand on veut s'inscrire sur OmniDoc, on va, dans un premier temps, certainement être redirigé par l'un de ses confrères qui nous dit désormais, je réponds aux avis sur OmniDoc. Donc, soit on s'inscrit via le site omnidoc.fr, soit on est redirigé vers l'URL d'un réseau type le réseau du CH de Chartres ou d'Avicardio. Et pour s'inscrire, vous voyez en haut à droite, vous avez ce bouton « S'inscrire ». Soit on s'inscrit via ICPS en quelques secondes et on est authentifié automatiquement, soit on renseigne ici son nom, on retrouve son numéro RPPS, on clique sur « Continuer », on choisit ses identifiants, on renseigne son numéro de téléphone mobile simplement pour la première connexion dans le cadre de la double authentification qui devra être faite. Et puis ensuite, on doit joindre une copie de sa carte d'identité ou de sa carte CPS et on arrive sur sa session OmniDoc qui se présente de cette manière. On est ici sur le compte du docteur Ribollet, qui est médecin généraliste à Orléans. On est, je le précise, sur un environnement de démo. Je vous laisserai le plaisir d'aller découvrir en vous inscrivant donc gratuitement sur OmniDoc quelle est l'offre de téléexpertise qui existe sur votre territoire. Mais donc dans cet univers de démo, la chose la plus intéressante pour le docteur Ribollet, c'est de consulter son annuaire sur lequel il voit apparaître autour de lui l'offre de téléexpertise qui existe. Ce sera aussi bien des réseaux qui figurent sous forme de bulles rouges. Donc, on a ici le CHR, une MSP ou un réseau de dermatos qui se sont organisés ensemble. Donc, c'est 3 dermatos qui ont choisi de travailler ensemble pour lisser la charge de travail, assurer un relais et une continuité des soins quand certains partent en vacances. Voilà, ils se sont organisés sous forme de réseau. Et puis, en bleu, les bulles bleues, c'est des professionnels en individuel qui se sont inscrits sur OmniDoc, toujours dans ces mêmes objectifs de tracer, de sécuriser et de valoriser cette activité. Par défaut, est coché sous la carte les réseaux et professionnels accessibles du professionnel de santé donc qui est connecté. Donc nous, on va s'adresser au réseau de dermatologie. Et première chose, déjà, on peut, si on recherche un spécialiste dans une spécialité bien précise, on peut rechercher la spécialité pour ensuite ne faire apparaître que ceux pour lesquels une offre de téléexpertise est disponible. Donc, le réseau orléanais de dermatologie propose bien une offre de téléexpertise. Et ici, je vais pouvoir consulter cette offre. Donc, quel est le périmètre médical? Sous quel délai on s'efforcera de répondre? Et puis, d'autres informations qui seront jugées utiles par les experts à afficher aux requérants.
On clique sur « Nouvelle demande » et ici, on doit renseigner les informations qui concernent notre patient. 3 façons de renseigner cette brique, soit manuellement, soit grâce à un interfaçage avec son logiciel de cabinet. Et donc, OmniDoc est interfacé, entre autres, avec la suite Premier Médical, avec Weda, avec Intelio et d'autres logiciels de cabinet. Soit on installe une extension à son navigateur pour pouvoir lire la carte vitale du patient. Et lorsqu'on clique sur le bouton « Lire la carte vitale », on va pouvoir renseigner directement les champs prévus à cet effet. Hop. Donc là, je le fais manuellement, mais si on a la carte vitale du patient, on peut bien avoir tous ces champs qui sont saisis automatiquement. Et puis, je clique sur « Continuer ». Ici, le réseau orléanais de dermatologie a choisi comme format de demande des instructions avec un texte en champ libre. On a la possibilité sur OmniDoc également d'intégrer des questionnaires quand c'est réellement nécessaire, mais l'objectif, c'est vraiment de maximiser l'usage, de ne freiner aucunement les demandes et donc finalement des instructions claires, c'est le modèle qui est préféré. Ici, je vais renseigner ma demande. Donc, il s'agit d'un bloc de texte dans lequel je vais pouvoir rédiger ma demande. Je vais y insérer mes photos. Je vais pouvoir également ajouter une pièce jointe depuis mon application mobile si, dans le cadre de la dermato, j'ai eu besoin de prendre une photo de mon patient. Et elle va venir directement s'insérer à la suite de ces images. Donc ici, vous pouvez voir apparaître, j'ai pris une photo de mon écran en parallèle depuis mon appli mobile. Je clique sur « Envoyer » et maintenant, je vais me placer du côté des experts, donc côté réseau de dermato à Orléans. Ici, du côté des experts qui se sont donc organisés ensemble, ils vont pouvoir définir au sein d'un planning vers qui va l'alerte qu'une demande de téléexpertise a été reçue sur OmniDoc. Ici, je suis connectée sur le compte du docteur Dupuy-Fourdan et sur ce planning, c'est bien le docteur Dupuy-Fourdan qui est de garde aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est elle qui recevra l'alerte qu'une demande a été reçue sur OmniDoc. Au sein des 3 dermatos que compose ce réseau, tous ont accès, il y a un partage du secret médical entre eux, mais c'est bien le docteur Dupuy-Fourdan qui est responsable en tout cas du traitement des demandes reçues en tout cas aujourd'hui. Je consulte la demande et je vais pouvoir y participer. Et là, vous avez accès à différentes fonctionnalités pour y répondre efficacement. Donc, vous allez pouvoir renseigner votre réponse ici, mais vous pouvez également en fait insérer des modèles de réponse préformatés. Typiquement, si suite à une demande sur la base des éléments reçus, vous voyez qu'il est nécessaire de prendre rendez-vous avec ce patient, vous pouvez insérer en un clic votre réponse pour pouvoir aller plus vite. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes ou des ordonnances. Si le docteur Dupuy-Fourdan souhaite collaborer au sein de cette téléexpertise avec un autre expert, elle va pouvoir l'ajouter en tant que participant et il sera notifié qu'il est invité à rejoindre une téléexpertise. Et puis enfin, si le docteur Dupuy-Fourdan souhaite y intégrer son secrétariat médical, il va également pouvoir l'ajouter en tant que participant et le secrétariat médical aura exactement accès à ce fil de discussion. Et dans certains cas, c'est le secrétariat médical qui, lui, proactivement, va contacter le patient et depuis la brique patient, il va pouvoir récupérer ce numéro de téléphone qui aura été renseigné par le requérant. Une fois la suite du parcours déterminé, le docteur Dupuy-Fourdan va pouvoir terminer la téléexpertise, valider qu'un avis médical a bien été rendu en gardant cette présélection TE2 ou pourra tout à fait sélectionner aucun si elle considère qu'un avis médical n'a pas été rendu. En cliquant sur « Terminer », on a ici 2 boutons qui s'affichent en haut à droite, un bouton « Compte rendu » et un bouton « Facturation ». Ces 2 boutons sont accessibles d'un côté comme de l'autre, aussi bien du côté requérant que du côté requis, parce que l'un et l'autre vont devoir facturer cet acte. Et dans cette fenêtre, on y retrouve toutes les informations nécessaires à la facturation de cet acte,
pour donc compléter la feuille de soins électronique en mode dégradé depuis son logiciel de cabinet. En fonction des logiciels que vous utilisez, je vous expliquais qu'on a des interfaçages. Lorsqu'on n'a pas d'interfaçage encore, on est certainement en discussion avec l'éditeur, mais les travaux n'ont pas encore commencé. On vous met à disposition un tutoriel pour vous expliquer pas à pas comment facturer dans votre logiciel. Et c'est ces informations-là, ci-dessous, qui vont vous permettre de compléter la feuille de soins. Une fois que vous avez facturé l'acte, vous pouvez le renseigner comme facturé parce que vous verrez que dans votre liste ensuite de téléexpertise, elle sera bien notée comme facturé et donc vous n'aurez plus à vous en soucier. Et le compte-rendu, vous pouvez le télécharger au format PDF. Quand il y a un interfaçage, au même titre que la facturation, tout ça va être basculé en un clic dans votre logiciel de cabinet. Mais lorsque ce n'est pas encore interfacé, vous allez télécharger le PDF qui reprend qui est le patient, qui est le requérant, qui sont les experts, le fil de discussion et toutes les pièces jointes qui sont concaténées. Quand la demande a été facturée, qu'elle a été clôturée, la liste de tâches se met à jour. Les téléexpertises sont toujours retrouvables dans les téléexpertises terminées, mais maintenant que le compte-rendu est enregistré dans votre logiciel de cabinet, finalement, vous y aurez moins référence à cette liste, mais elle reste stockée ici. Et si vous aviez demandé des informations complémentaires à votre correspondant, elle se serait mise en cours. Voilà, donc lorsque l'on souhaite se mettre sur OmniDoc, on y a accès, on s'y inscrit de façon individuelle, gratuitement. Si l'on souhaite mettre en place des réseaux, cadrer vraiment une offre de téléexpertise, travailler en collaboration avec d'autres confrères, là, vous contactez les chargés de territoire et nous, on est en relation constante avec les chargés de territoire pour ensuite vous accompagner dans le paramétrage de votre réseau. Et j'ai terminé ma présentation. Est-ce que vous avez des questions spécifiquement sur la présentation, vous voulez qu'on approfondisse certains sujets? Sinon, on peut que vraiment vous encourager à vous auto-enrôler, hein, c'est vraiment très très simple. Et puis, regardez déjà les offres disponibles sur l'annuaire. Docteur Lemaître. Oui, j'ai juste une petite question, un petit peu, enfin pas techniquement, mais pour facturer le RQD pour le requérant, est-ce qu'il est obligatoire d'indiquer le RPPS du requis? Alors, je pense que ça doit dépendre peut-être des logiciels de facturation. En tout cas, je sais que dans les établissements hospitaliers, ils ne sont pas obligés de renseigner le numéro du requis, du prescripteur. Pour les logiciels de cabinet, ça, malheureusement, je n'ai pas cette information à date. Pour moi, il fallait bien le renseigner. À date, il faut le renseigner, mais voilà, mais tout le monde ne le fait pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'on m'interroge souvent là-dessus, parce que c'est un tout petit point de complexité qui n'est pas complexe. Que vous renvoyez dans votre compte-rendu le RPPS du requis. Donc, si on ne le connaît pas, on le récupère, quoi. Mais la question était de savoir, est-ce que c'est obligatoire? Voilà. Ou en d'autres termes aussi, c'est une autre façon de poser la question. Est-ce qu'on facture RQD au moment où on pose la question ou au moment où on récupère la téléexpertise, quoi? Je veux dire, c'est dans la logique. Ça, vous ne récupérez les informations de facturation que quand l'expert a clôturé la téléexpertise. D'accord. OK. Merci. Docteur Bido. Concernant le numéro RPPS, si ça doit être indiqué, peut-être que Mme Viatour est en mesure de nous répondre. Autrement, moi ma question, elle n'avait pas trait à la téléexpertise, mais je voulais savoir où habitait Mme Bouan, parce que je crois que c'est la seule personne que j'ai vue avec un col roulé depuis au moins 9 ou 10 mois. C'est tout. Alors, je ne vais pas vous surprendre par ma réponse parce que j'habite en Normandie. Mais elle était hier à Bourges, donc elle vient nous voir. Mais sans le col roulé. Non, hier, j'ai bon en région centre. Madame Martin, vous aviez une question?
Oui, bonjour. Bon. J'ai une question un peu particulière parce que moi, je suis infirmière du réseau Azalée. On travaille avec la CPTS de la région où je suis pour monter un projet de suivi, de dépistage pardon, des risques liés au diabète pour les patients, avec notamment pouvoir faire des fonds d'œil par rétinographie. Et donc, on m'a invité à participer à ce séminaire pour voir comment fonctionnait Omnidoc. Du coup, je me posais la question par rapport aux cotations pour les requérants, parce que du coup, nous, on est infirmiers Azalée, donc on est salariés, on n'est pas libéraux. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que le patient à qui on fait un fond d'œil, du coup, c'est le médecin duquel il est dépendant qui devient requérant? Enfin, voilà, comment il faudra qu'on fonctionne? Alors, si la demande de téléexpertise, elle vient de l'infirmière Azalée, c'est votre structure qui va coter l'acte, c'est-à-dire que sans doute qu'il y a un service facturation. Et Non. non. Comment les actes sont On valorisés? n'a Comment... pas, on ne cote, on n'a pas d'acte en fait. On travaille, on est salarié, on ne facture aucun acte. Voilà, on fait des consultations d'éducation thérapeutique. Peut-être vous connaissez pas le réseau, mais voilà, enfin si, on fait quelques actes techniques avec les médecins avec lesquels on travaille pour leurs patients, et donc quand ils lisent un ECG qu'on fait, c'est lui qui facture, lui ou elle qui facture son ECG. Mais là, l'idée, c'est qu'on va faire des fonds d'œil par rétinographie et les envoyer à des médecins ophtalmo qui vont bien vouloir les lire. Donc voilà, je me posais la question. Bah, côté requis, Comment ils faire? pourront facturer Oui, en tant oui. que requis. Mm. Côté requérant, c'est une bonne question. Je vais me Normalement, non, parce renseigner. que dans le process de la rétino, c'est les orthoptistes qui rajoutent l'examen qui peuvent coter. C'est une cotation particulière. Après, vous êtes un projet de rétino qu'on accompagne actuellement, parce que votre nom ne me dit rien, je suis désolée. On est en Alors, train de faire le point avec le 36, le 37 sur tous leurs projets et le 41. donc nous, c'est avec la CPTS, enfin c'est avec l'inter-CPTS, mais du coup, le projet, il est en cours d'écriture, de montage. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. Il n'a pas été validé, mais on s'est bien rendu compte rapidement qu'on aurait besoin de la téléexpertise pour pouvoir faire la lecture, enfin l'interprétation, pardon, des fonds d'œil, enfin des rétinographies. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Parce que si ça arrive à être mis en place, il faudra qu'on sache Ce que je comment vous faire. propose, c'est qu'on refasse un point spécifiquement avec vous. Je vais Alors, remettre notre mail dans le ouais. chat et on refait un point spécifiquement sur votre projet parce que c'est vrai que la rétino, c'est un projet très, très spécifique. Et alors, excusez-moi, mais vous êtes Madame Nico, je Nico, vois, c'est oui, marqué dessus, mais vous êtes, du coup, du grade, du VIH, d'accord. Santé Centre Ok. Val-de-Loire. Je vous remets les informations. On accompagne les différents projets de rétino actuellement. On repropose justement ces points spécifiques par projet parce que c'est vrai que c'est différent de la téléexpertise en cardiologie, en dermatologie. Donc Mm, l'outil le permet, donc ça, vous pourrez utiliser l'outil, mais c'est vrai que la cotation est différente. d'accord. C'est pas les cotations TLE et RQD. Ok. Et en fonction des besoins, Estelle, on te laisse revenir soit vers la CEPAM, soit vers l'ARS, si besoin, Merci. pour les aspects de facturation. Votre question, elle est intéressante à deux titres, parce qu'effectivement, il y a on va dire votre exemple très personnel sur l'acte là que vous souhaitez facturer. La téléexpertise, il me semble que c'est également un outil puissant pour un certain nombre de professionnels paramédicaux, dans le sens où un certain nombre, dans le cadre de protocoles de coopération, de délégation de tâches, il y a c'est un levier, je pense, qui doit être réfléchi euh, pour justement venir répondre à un certain nombre de besoins de santé de notre population. Et côté ARS, on est tout à fait prêt à vous soutenir, à regarder avec vous comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour travailler ces protocoles de coopération, ces protocoles locaux ou nationaux, pour répondre à vos besoins. Il y a déjà des choses qui existent sur un certain nombre de pathologies ou de gestes. Je crois qu'il y a une présentation tout à l'heure sur tout ce qui est autour de la plaie cicatrisation. Donc, il ne faut pas hésiter à se saisir de ces projets-là
pour voir comment on arrive à les mettre en place et à les financer. C'est pas que les autoriser, mais de voir globalement comment est-ce qu'on réussit à les pérenniser. Merci Brice et puis merci Madame Bon pour la présentation d'Omnidoc. Je vous propose de passer à la retour d'expérience du GHT 28 avec Jonathan Vanier qui va présenter leur offre de guichet unique. Jonathan, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. D'accord. Donc, Jonathan Vanier, je suis infirmier, référent télésanté sur le GHT 28. Alors déjà, je m'excuse, je n'ai pas de caméra, j'ai un petit problème, donc vous entendrez seulement le son de ma voix. Je te laisse passer à la slide suivante, David. Donc les objectifs de la téléexpertise, donc on en a énuméré quelques-uns, c'est d'abord d'obtenir des réponses dans des délais qui sont rapides, malgré que la téléexpertise soit asynchrone, le but c'est quand même d'avoir une réponse. Et au niveau du guichet unique, on arrive à avoir des délais de prise en compte des demandes qui sont inférieurs à une journée, puisqu'on est aux alentours de 18 heures, je crois exactement, des demandes de réponse aux demandes d'avis. Le but, c'est d'accélérer la prise en charge des patients en proposant directement donc, un traitement ou des examens complémentaires. On sait qu'en fonction des différentes spécialités, on a des délais de consultation qui vont de quelques jours à plusieurs mois. Donc, ça permet d'avoir des avis plus rapides. Et si au décours d'une téléexpertise, le médecin spécialiste voit qu'il a besoin de faire une consultation, ça lui permet aussi de faire du surbooking et un petit peu de prioriser ces consultations. Un autre objectif, c'est aussi de sécuriser l'échange des données de santé, en assurer la traçabilité. On sait très bien qu'il y a d'autres solutions qui sont utilisées, qui ne sont pas forcément ni sécurisées, ni qui ne permettent non plus la traçabilité, le SMS, le mail, le fax, et on a des outils quand même maintenant qui sont performants, comme l'a montré Tiffaine juste avant. Je laisse passer à la slide suivante. Pourquoi un guichet unique? Donc, le but, c'était de pouvoir accéder facilement à un avis d'expert, donc à l'aide de 3 moyens de contact. Donc, historiquement, la plateforme de télésanté, donc, qui était Télis et qui est maintenant Omnidoc, un mail sécurisé et un numéro de téléphone. Il fallait également offrir un éventail de spécialités important. Le but, c'était qu'on ait forcément plus qu'une ou deux spécialités qui soient partie prenante du guichet. Et on avait au démarrage 15 spécialités et on en est à 19 aujourd'hui. Il fallait pouvoir identifier facilement donc, ces spécialités et les acteurs impliqués sur le territoire. Donc, c'est le cas avec la plateforme. Vous voyez toutes les spécialités qui répondent aux demandes d'avis autour de vous et les spécialistes qui y sont intégrés. Favoriser l'adhésion des professionnels de santé, donc avec une équipe qui est dédiée à ce guichet unique, qui propose donc de l'accompagnement téléphonique pour les demandes d'avis, des formations à l'utilisation du logiciel, que ce soit sur place ou à distance, même si l'outil est vraiment très simple, donc ça arrive de moins en moins souvent. Et l'adhésion a été aussi permise grâce à une communication importante. Dès le début du projet, on a contacter le Conseil de l'Ordre, l'ARS, l'URPS, toutes les CPTS, les centres hospitaliers, j'en oublie sûrement, mais le but c'était vraiment de pouvoir communiquer largement sur le sujet. On garantit une gestion des demandes du lundi au vendredi de 9h à 17h. Je te laisse revenir. Ouais. Et une réponse dans des délais définis avec les spécialités, des délais qu'on aura définis au préalable avec chaque équipe médicale. On est en général sous 2-3 jours ouvrés. Ça dépend en fait du nombre de spécialistes que vous trouvez derrière chaque spécialité. L'équipe support donc, est dédiée donc, à la gestion des demandes. Donc, on récupère les demandes d'avis, on s'assure qu'elles soient complètes, donc qu'elles respectent un petit peu les instructions dont parlait Tiffaine à l'instant. On la transmet aux bons spécialistes, donc que ce soit en fonction des demandes nominatives ou en fonction d'un planning. On en assure le suivi en éventuellement relançant les experts si on s'aperçoit qu'on est hors délai, entre guillemets, ou les demandeurs si une réponse a été fournie par l'expert, mais le requérant n'y a pas répondu jusque-là. On assure la planification par spécialité.
donc selon un découpage qui est défini avec les spécialistes, que ce soit par demi-journée, journée ou semaine complète. Et on a la possibilité éventuellement d'avoir des indisponibilités si la spécialité n'a qu'un ou deux experts. On peut supposer qu'il y a des périodes où ces deux experts ne sont pas disponibles. Donc c'est là aussi l'intérêt d'avoir une équipe dédiée, c'est qu'on va pouvoir prévenir le requérant qu'on ne pourra pas répondre à sa demande avant un certain temps et qu'il a la possibilité soit de confirmer sa demande et d'attendre, soit de passer, d'essayer avec un autre expert. On assure également une assistance technique en cas de problème. Le but, c'est quand même d'axer le temps médical sur la vie à rendre. Donc ça, on utilise les instructions qui sont définies vraiment par les spécialistes avec les informations dont ils ont besoin à minima pour répondre aux demandes d'avis. Et le but aussi, c'est de valoriser toutes ces activités, que ce soit du côté des experts ou du côté des requérants. Je laisse passer. Un rappel historique. Donc, le guichet unique de Télexpertise a ouvert au 1er juin 2022, après de longs mois de travail. On a eu une première période d'essai avec les experts du CH de Chartres, de juin à septembre, donc pour l'été. Le but, c'était d'essuyer les plâtres, de s'assurer que cela fonctionne bien et la montée en charge. Puis on a ouvert à d'autres experts, alors qui pour le coup faisaient déjà la télexpertise. Donc je pense au docteur Papillon en dermatologie ou au docteur Selami en plaie cicatrisation. On a aussi intégré le service d'allergologie avec le docteur Côté et la chirurgie du rachis avec les experts de l'HPL, donc l'hôpital privé de Réloir. En mai 2023, on a migré vers la plateforme OmniDoc, puisqu'avec le département 45, on était département pilote sur la région pour tester le déploiement. Et donc on ouvre à l'ensemble des médecins exerçant au sein du GHT la possibilité du coup de nous rejoindre et de participer au guichet unique. On a des discussions qui sont en cours, on parlait des demandes pour les paramédicaux, on a des discussions en cours avec chaque spécialité pour élargir aussi leur offre aux paramédicaux, puisqu'historiquement donc les demandes étaient réservées au départ aux médecins et la réglementation évolue et tous les professionnels de santé peuvent maintenant faire des demandes d'avis en télexpertise. Alors, comment ça fonctionne? Donc, il y a une demande d'avis qui est transmise par un professionnel de santé aux membres du guichet sur la plateforme Internet, par mail et par téléphone. Donc, une petite idée de chiffres, on a répondu à un peu plus de 800 demandes d'avis depuis le 1er juin 2022. On a 85% des demandes d'avis qui sont sur la plateforme, une dizaine par mail sécurisé et le reste par téléphone. Et depuis juin 2023, donc à peu près l'arrivée d'OmniDoc et les 1 an du guichet unique, on a 95% des demandes qui sont par la plateforme, 5% par mail sécurisé. On a reçu plus que 2 demandes par téléphone. Donc vraiment la plateforme de télexpertise est vraiment très très simple et permet à beaucoup de gens de pouvoir faire leur demande d'avis. La demande est examinée, transmise aux médecins spécialistes adaptés, que ce soit donc en fonction des demandes nominatives ou des surspécialités de chacun. Et l'expert répond à la demande d'avis. La réponse est transmise au professionnel de santé demandeur, donc soit directement sur la plateforme, soit par l'intermédiaire d'un mail sécurisé. Je te laisse passer. Donc une présentation, c'est la même que montré tout à l'heure Tiffaine, donc la présentation du CH de Chartres. Sur OmniDoc, donc la plateforme de télexpertise qui est financée par l'ARS, donc complètement gratuite pour l'inscription des requérants et des requis. Je te laisse passer. Hop. Donc quelques chiffres pour terminer. Donc à ce jour, on a 19 spécialités. Je vous laisse le soin de les lire directement. On a répondu alors 607 demandes d'avis sur 2023. On est même maintenant à 674 à date d'aujourd'hui contre 142 en 2022. Donc on a vraiment une forte augmentation du nombre de demandes d'avis. Et comme je le disais en introduction, on délai de moyen de référence de prise en compte de la demande qui est inférieure à une journée, puisqu'on a aux alentours de 18 heures. Et je crois que la réponse définitive est également inférieure à une journée. Et donc la dernière slide, donc mes coordonnées si vous avez besoin
d'avoir plus d'informations sur le sujet et le petit flyer qu'on distribue pour la présentation du guichet unique de Texpertise qui reprend les éléments que je vous ai transmis ici. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que vous voulez poser 2-3 questions à Jonathan? Sinon, on va enchaîner, puis on prendra les questions après. Je laisse la parole du coup à Sandrine Moussion, donc infirmière IPA sur la CPTS de Gien. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, impeccable. Donc, je ne mets pas la caméra parce que je suis en réseau très faible, donc vous risquez de ne plus m'entendre. Donc, je suis Sandrine Moussion, je suis infirmière en pratique avancée libérale, donc sur la CPTS Berry-Giennois. Et donc, je suis déjà depuis quelques temps sollicitée sur le territoire par les médecins généralistes, les infirmières libérales et parfois même les EHPAD pour des avis plaies et cicatrisation. Donc, j'ai été sollicitée par différents canaux, hein, pas du tout sécurisés, le téléphone portable, WhatsApp, le mail, le téléphone pro, le perso, enfin voilà. C'était pas simple, c'était une charge mentale et c'était pas du tout sécurisé. Donc, l'objectif avec OmniDoc, ça va être de pouvoir donner des avis plaies et cicatrisation et en aucun cas rédiger des ordonnances. Ça, je tenais à le préciser. L'intérêt, ça va être justement d'avoir un outil unique et identifié pour le requis et les récurrents, un outil sécurisé et aussi d'avoir sur le site OmniDoc un formulaire établi qui va permettre de gagner du temps. Donc, ce travail sur le formulaire a été fait par un groupe de travail Play Cicatrisation sur la région. Il a été retravaillé avec OmniDoc un peu plus précisé par rapport à mes demandes et mes attentes. Donc, ce travail fait avec ce formulaire va permettre de préciser donc l'anamnèse et de favoriser le décryptage de la plaie, notamment avec des menus déroulants qui vont faire gagner du temps. Enfin, j'espère que ça fera gagner du temps aux requérants. Et ça va me permettre aussi d'apporter des précisions sur les photos qui pourraient être déposées et des éléments qui ne pourraient pas toujours être visibles, comme les exudats, etc. Donc, en fait, l'objectif, c'est aussi de pouvoir déposer un volet de synthèse médicale pour les médecins, ce qui peut leur faire gagner du temps plutôt que de tout écrire, et des photos avec différentes vues. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, en fait, ça vient juste d'être finalisé. On n'a pas eu le temps encore de travailler avec cet outil. Donc, l'objectif, maintenant, ça va être de l'utiliser et de le retravailler en fonction des retours de tous, hein, et de le faire évoluer si besoin. Donc là, il va falloir aussi maintenant qu'on communique sur le territoire pour que ça soit vraiment un outil unique, identifié sur notre territoire. Merci Sandrine. Est-ce que vous avez des questions pour Sandrine? C'est vrai que c'est un petit groupe de travail qui s'est fait sur la région avec différentes CPTS qui avaient cet avis infirmier sur ce thème-là. Donc, il y a eu cette dynamique et puis du coup, l'outil nous a paru pratique et faisable pour pouvoir permettre la démarche. Donc, je ne sais pas s'il y a 2-3 questions. Sinon, on les prendra à la fin aussi. Je ne vois plus les mains levées. Non, on va continuer tranquillement. On avance sur le déroulé. On est trop fort. Je vais laisser donc maintenant la parole au docteur Darwish, en espérant que je le prononce bien. Si vous avez une présentation, je vous laisse la main sur l'écran, docteur Darwish. Pardon, ouais, j'ai pas accès à l'écran. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant.
partage. Allez-y, vous pouvez maintenant, normalement. Excellent. C'est bon, vous me voyez ou pas? Oui. Bon, merci évidemment de m'avoir invité. C'est un plaisir de parler devant vous et je vais essayer d'être clair et de bref. Bon, je suis cardiologue à Amboise et je suis également PH en USCI, 40% lundi, mardi. Pour certains me connaissent, sinon enchanté de vous rencontrer. Omnidoc, pas de conflit d'intérêt, je vais dire entre guillemets malheureusement, j'aurais préféré avoir un conflit d'intérêt parce que l'application est géniale et que j'aurais bien aimé avoir des participations, mais je n'en ai pas. Difficulté à donc hop là, pardon. Hop là. En introduction, en 2 mots, c'est bon. Vous avez tous remarqué que c'est compliqué d'avoir un spécialiste, quel qu'il soit, même un médecin généraliste, c'est compliqué. Des aires médicales, on n'en parle pas. Le but, c'est d'éviter les rendez-vous chez le spécialiste évitables, d'où l'intérêt d'avoir ce genre d'application. Tout le monde est débordé, tout le monde a des consultations qui sont un délai long, donc d'où l'intérêt d'avoir des outils comme celui-ci. Ça permet de mettre en relation le médecin généraliste et le spécialiste. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a la rémunération du temps passé et de la responsabilité qui est prise. Alors qu'avant, on le faisait par WhatsApp, comme vous avez dit. C'était avec plaisir, évidemment, mais on n'était pas rémunéré et ce n'était pas sécurisé. On a longtemps galéré pour avoir une application au niveau. On en a déjà parlé avec certains d'entre vous. J'avais moi-même tenté de lancer un truc, mais je n'avais pas réussi. Donc, ce n'était pas évident d'avoir toutes les compétences pour mettre en place un bon outil. Et Omnidoc est un bon outil en l'occurrence. On va en parler. La connexion, c'est via l'application ou le téléphone, ou Internet directement sur l'ordinateur. C'est simple, mais un point négatif, et je leur ai déjà dit, ils ne l'ont pas encore fait. Une fois par semaine, on est déconnecté automatiquement de l'application, et à chaque fois, on doit taper notre mail, alors que concrètement, aujourd'hui, toutes les applications, c'est fait avec le toucher ou avec la face. On a une connexion automatique sécurisée, et là, ils sont encore un peu à l'âge de pierre. Et on doit retaper à chaque fois le mail, et ça, c'est un peu relou. Et je leur ai déjà dit, et il faut vraiment leur redire, d'améliorer ce point-là pour éviter qu'on ait à remettre le mail à chaque fois sur l'application. Sur Internet, sur la page Internet de l'ordinateur, c'est différent. Le mail est enregistré, alors que sur l'application, en tout cas de mon côté, il faut à chaque fois que je retape mon mail, c'est un peu contraignant, il faut leur dire. Les notifications, on en a immédiatement sur le téléphone directement dès qu'on a une demande d'avis. Donc sur le téléphone, c'est très bien. On est rapidement débordé s'il y a beaucoup d'avis. Et en plus, ils combinent cela avec une notification par mail qu'on ne peut pas enlever et que j'arrive même pas à mettre dans les spams. Et je leur ai dit également qu'on puisse choisir la notification de notre choix, mail ou téléphone. Et pour le moment, ce n'est pas possible. Et donc, il faut également leur dire de supprimer cette notification intempestive. Pour le médecin requérant, quel spécialiste faut-il contacter? Évidemment, choisir la spécialité. Et après, en fait, en pratique, vous contactez qui vous voulez. Parce que soit vous connaissez un confrère cardiologue dans la France entière qui vous convient, que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, qui est sur Omnidoc. Et dans ce cas-là, vous le contactez. Ou alors, vous n'en connaissez pas. Et donc, dans ce cas-là, il y a des groupes, par exemple, pour la cardiologie, comme pour la cardio, Avis Cardio Région Centre, qu'on a créé avec des collègues. Où on est 4 cardiologues actuellement à répondre aux avis, je vous montrerai, où il y a d'autres encore groupes électro comme SOS ECG, où là il y a carrément toute la France et plusieurs cardiologues de France qui répondent aux électrocardiogrammes. Mais à mon sens, en plus, le spécialiste qui est requis doit jouer le jeu, parce que là il y a un petit, je leur ai déjà dit pareil, il y a une difficulté, c'est que parfois le spécialiste il est content d'avoir un avis et de coter un avis, donc directement il prend pour lui l'avis, et donc et par contre il prend du temps à répondre aux requérants. Donc non, il faut directement répondre dès que l'avis est pris, sinon il faut le laisser aux collègues. Et ça, ils vont peut-être, Omnidoc va peut-être gérer ce problème pour que directement, si par exemple un médecin envoie une demande d'avis, un avis cardio région centre, et que moi je prends l'avis et je prends du temps à répondre, et ben il retombe dans le pool commun pour qu'un cardiologue disponible réponde. Je ne sais pas si je suis bien clair ou pas. Mais ça, ça peut être un petit piège à éviter. Mais bon, en pratique, moi, je vous conseille de contacter le spécialiste, si c'est le cardiologue ou le dermato ou l'ophtalmo, peu importe,
le spécialiste qui vous donne satisfaction tant sur le contenu de la réponse, évidemment, c'est le plus important, que sur le temps de réponse. S'il prend 3 jours à répondre et qu'en plus le contenu n'est pas bon ou ne vous satisfait pas, il ne faut pas le contacter. Si vous avez un médecin et qui vous travaille régulièrement, vous le contactez si vous trouvez qu'il est cohérent dans ses réponses et qu'il est rapide. Lors de la demande, franchement, c'est important. Moi, je me permets de le répéter. Il faut éviter les longs textes. On est tous débordés, tant vous que nous. Ce n'est pas un courrier d'adressage. Il faut mettre des mots-clés. Bonjour, homme, 50 ans, douleur, homme, 50 ans, palpitation. Mais il faut pas mettre de texte parce qu'on n'a pas le temps de le lire. C'est trop long. Et des fois, on a des courriers avec des 20 lignes et franchement, c'est trop. Donc, il faut vraiment mettre des mots-clés. Et ça, c'est mon avis en tout cas. Et n'hésitez pas, si vous m'envoyez des patients pour avis, des textes courts, avec des questions précises, parce que des fois, c'est un peu flou les questions. Et nous, comme on n'a pas le patient sous les yeux, il faut vraiment qu'on soit au courant de quelle est la réponse attendue. Et le plus important, il faut faire un électrocardiogramme de bonne qualité. Je sais que c'est compliqué, je sais que tout le monde n'a pas d'électro, je sais que ça coûte cher, 2 000 à 3 000 euros. Je dis ça au passage parce qu'on a également en même temps les instances avec nous. Peut-être y a-t-il une possibilité future de penser à une aide au financement des électrocardiogrammes par les autorités pour les médecins traitants. Voilà. Je lance l'idée, à vous de voir ce que vous pouvez faire, parce que beaucoup de médecins n'ont pas d'électrocardiogramme et donc finalement nous envoient les patients que pour un électro. Donc on va coter une consultation alors que ça n'a pas de sens. Plutôt qu'ils aient un électro, ils fassent l'électro, ça évite la consultation et on a la réponse très rapide. Donc ça, je dis ça, mais c'est une proposition évidemment. Pareil, les médecins qui avaient peur d'avoir un électrocardiogramme parce qu'ils avaient la crainte d'avoir un électro, parce que s'ils ont un électro, il faut après interpréter l'électro. Donc maintenant, cette crainte elle disparaît avec cet outil qui permet de solliciter un confrère. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Après, une fois que la réponse est donnée, il y a en plus une possibilité de réponse et d'échange entre le médecin et le requis et le requérant pour si la réponse n'est pas claire. Et puis, une fois que la réponse est claire, il ne faut pas hésiter à terminer la téléconsultation pour que chacun puisse coter l'acte. La cotation, 2-3 trucs. La cotation, elle est simple. Je parle du médecin requis, je ne parle pas du médecin requérant que je ne maîtrise pas. Je parle de mon côté en tant que cardiologue quand on me sollicite. Elle est simple. Si le logiciel qu'on utilise, de spécialiste, a une interface OmniDoc. Nous, Cardio Premier, c'est le cas. Donc, en fait, OmniDoc et Cardio Premier ont travaillé ensemble pour faire une interface qui est simple. Donc, ça permet d'éviter de galérer à côté parce qu'auparavant, l'une des difficultés des logiciels de téléconsultation, et notamment peut-être Télis, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé, était que quand le médecin requis avait donné son avis, en fait, il devait faire une feuille de soins ou après, il devait rentrer les codes et c'était hyper galère. Et concrètement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Alors que là, c'est simple pour coter. Vu que le médecin requérant met la carte vitale, toutes les données sont dans la carte vitale transmises au médecin requis et tout est automatique. Franchement, aujourd'hui, c'est génial, c'est extraordinaire comparativement à avant. Si le médecin requis n'a pas d'interface, j'invite mes confrères à contacter leur éditeur pour qu'il se rapproche d'OmniDoc ou de vous, de l'ARS, pour essayer de mettre tout le monde, de faire progresser tout le monde pour que tout le monde puisse participer. Sinon, faire une feuille de soins, et c'est galère. Une feuille de soins, c'est galère et c'est bloquant, c'est un élément qui ne donne pas envie de le faire. Le requérant entre toutes les données avec la carte vitale, donc pas de galère pour nous en tant que requis, je l'ai déjà dit à l'oral. Et le problème, après maintenant, ça c'est que mon problème à moi, parce que je suis débordé, il faut trouver le temps pour faire la cotation. Certes, la cotation c'est simple, mais ça prend quand même un peu de temps et il faut le faire. Et donc moi j'ai plein de cotations de retard que je n'ai pas fait. Donc j'ai plein d'avis de retard donnés que je n'ai pas cotés, qu'il faut que je prenne le temps de coter. Voilà. Par expérience, ces téléconsultations ces téléexpertises permettent de faire des économies pour la Sécu parce que les patients, les médecins qui avaient un doute sur un électro, voilà, ils nous envoient l'électro, ils ont la réponse, c'est fait. Les certificats de sport, le patient vient pour un certificat de sport, il fait un électro, pareil, on a un doute, on envoie, la réponse, elle est donnée. Avant la mise d'un traitement, par exemple, ou parfois il y a certaines cliniques psychiatriques qui mettent beaucoup de médicaments allongeurs du QT, peu importe, c'est un médicament spécifique qui peut atteindre le cœur. Et donc, dans ce cas-là, ils font un électrocardiogramme qui est recommandé auparavant. Et en fait, plutôt que d'envoyer le patient chez le cardiologue, ils envoient directement via OmniDoc et au moins, ça facilite les choses pour tout le monde. Nous, ça nous évite d'avoir des consultations qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, il faut le dire. Et eux, ça leur permet d'éviter d'envoyer le patient
d'éviter d'envoyer le patient pour avoir un avis et de prendre du temps et de retarder le traitement. Et quand il y a un doute sur un traitement, pareil, parfois j'ai des confrères qui me posent des questions sur des traitements spécifiques, pas que sur un électrocardiogramme. Je leur réponds, c'est plus simple, ça valorise tout le monde, l'acte est valorisé, ça permet d'éviter de travailler pour rien. Et pareil, il y a des médecins qui reçoivent des résultats de compte rendu, des fois on les a pas vus et du coup ils nous envoient la question, penses-tu qu'il faut faire un truc ou pas? Et on en parle ensemble. Attention, ça ne remplace pas une consultation. Nous, en tant que cardiologie, parfois on est sollicité pour des douleurs thoraciques, c'est un motif fréquent de consultation. Je le répète, mais même si ce n'est pas la thématique, voilà, un électro normal, voilà, ça n'aligne pas une anomalie cardiaque en l'occurrence. Donc, nous, on donne un avis sur un électrocardiogramme, mais pas sur la globalité. Il y a des motifs de consultation comme la douleur thoracique qui sont durs à déterminer et à éliminer via une téléexpertise. En pratique, c'est une très bonne application. Je l'ai dit, je regrette de ne pas avoir de part dedans. C'est malheureusement, c'est pas faute de demander. Elle est très fonctionnelle, elle est ergonomique, elle facilite le parcours de soins. Bon, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Elle évite les consultations inutiles. La cotation, elle est simple, même s'il faut trouver le temps. Et le point négatif, la connexion, il faut l'améliorer parce que là, ça ne va pas. Et les notifications par mail, trop de notifications par mail, nous, en tant que requis, je sais qu'ils sont au courant parce que je leur ai directement parlé, ils le savent. Avez-vous des questions? Et avant, je me permets de partager encore l'écran pour vous montrer directement aujourd'hui, par exemple, c'est où ça? Ça doit être là, non? Est-ce qu'on voit Omnidoc? Ouais. Donc Omnidoc, là c'est la page Omnidoc. Donc par exemple, je testais, Jean-Michel, je me permets de montrer un échange que j'ai eu avec toi, parce que fut un moment, je vous montre un électro de mauvaise qualité. Jean-Michel m'avait envoyé un électro qui n'était absolument pas interprétable parce que la qualité de l'image pas bonne, voilà. Donc il a fait les choses bien. Il a acheté un électrocardiogramme qui maintenant est super. Et ça, nous, c'est un régal pour nous de lire un électro comme ça. Ça permet directement d'avoir des réponses évidentes. Alors que quand on a des électros, franchement, des petits bouts d'électros ou des électros pris en photo de loin, où en fait on a toute la table et l'électro au milieu, ça ne permet pas d'avoir une réponse simple, parce que finalement l'interprétation est délicate. Donc là, par exemple, là, je baisse ça parce que ouais. Là, par exemple, c'était aujourd'hui, beaucoup de confrères nous ont contactés soit via le réseau SOS-ECG où on a eu beaucoup de demandes. Voilà, ça c'est les demandes de SOS-ECG, ou alors Avis Cardio Région Centre, où en pratique on a également beaucoup de demandes très régulièrement. Il y a beaucoup de requérants dans Avis Cardio Région Centre, hein, mais je ne sais pas combien, je n'ai pas compté. Hein. Et je n'ai pas compté, mais en pratique on est disponible. On est actuellement 4 confrères à faire le travail. Thibault Lacour, cardio-amboise, Guillaume Milési, cardio à Tours, et Arthur Charbonnier, cardio-amboise, mais tous les cardiologues qui le souhaitent et qui souhaitent participer à l'aventure sont évidemment les bienvenus. Voilà pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Merci beaucoup, Dr Darwish. On va prendre les questions. Oui, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui, donc je suis infirmière libérale dans une région très sous-dotée. Et via notre CCL, Communauté de communes des Loges, de Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, j'ai été équipée d'une mallette de téléconsultation avec un ECG connecté. Donc, je fais parfois des ECG quand voilà, les patients attendent leur rendez-vous avec un cardio. Donc, ils ont leur ECG, ils peuvent aller voir leur médecin déjà pour un premier avis. Est-ce que donc dans votre groupe de cardio, est-ce que vous acceptez ou pas les avis des infirmières? J'ai beaucoup de situations en tête. Le patient hypertendu qui n'a pas de médecin traitant, et puis tous ces ECG qui sont en attente d'être analysés. Est-ce que du coup, voilà, vous acceptez ou pas les demandes des infirmières libérales?
En fait, nous, on refuse personne parce que finalement, c'est une demande enfin, c'est via l'application. Après, moi, je pense qu'il faut passer évidemment par le médecin traitant. Et si le médecin traitant a besoin, il nous contacte directement via l'application. Oui, voilà, nous, la situation, on a beaucoup de patients qui n'ont plus de médecin traitant. Donc, voilà, peut-être la solution de passer aussi par directement des spécialistes, tout ce Après, qui va être diabète, évidemment, etc. non, mais après, si le patient n'a pas le spécialiste de médecin traitant, c'est un autre problème. Mais la téléconsultation ne remplacera pas le médecin traitant. Et malheureusement, c'est une fausse bonne idée de penser que Omnidoc ou quelle que soit l'application permettra, enfin, un électro par une infirmière ou par un médecin ou par un cardiologue, enfin, c'est un ensemble de choses. Franchement, sinon, moi, je pense, et je l'assume ce que je veux dire, on va être dans une dérive par le fait d'avoir un désert médical important. Je sais que vous faites le maximum de votre côté et que vous voulez faire au mieux pour le patient, mais la priorité, c'est d'avoir un médecin traitant. Et s'il n'a pas de réponse, il nous contacte. Après, si vraiment il n'y a pas de possibilité, on est disponible. Mais on va rentrer dans une dérive où en pratique, ça sent pas bon, quoi. Mais après, évidemment, s'il y a besoin, on est disponible. Mais ce n'est pas la bonne solution. On a tout à fait confiance de ne pas vouloir rentrer dans cette dérive, hein. Donc, on a vraiment des critères très, très spécifiques pour accepter les patients pour faire de la téléconsultation ou télé-expertise. Mais bon, on a quand même Après, c'est beaucoup sûr que non, mais ce que vous faites, c'est très bien, hein, au contraire. Mais aujourd'hui, quand vous allez nous demander une question pour une thérapeutique ou un traitement, comme vous avez dit, c'est pas, enfin, il faut passer par le premier recours, c'est le médecin traitant. Et s'il est bloqué, c'est le cardiologue. Mais parce que sinon, on va briser les parcours de soins habituels. On va avoir des patients qu'on n'aurait peut-être pas dû avoir besoin. Enfin, c'est tout sauf une bonne idée. Mais ce que vous faites, c'est très bien sur le terrain. Il faut vraiment que les autorités se battent, mais je sais qu'ils font le maximum et que vraiment on les remercie. Fournir en médecin, ça c'est la priorité. Si eux ont besoin, ils nous contactent derrière. Après, si vous nous contactez, on vous dira jamais, on vous répond pas, même si concrètement ce n'est pas la bonne solution. Très bien, merci pour votre réponse. Avec grand plaisir. Oui, bonsoir, docteur Darwish. J'avais moi deux questions. Alors effectivement, on s'était rencontrés il y a 2 ou 3 ans sur votre ancienne application et du coup là, je suis ravi de voir que ce logiciel-là, du coup, vous convient bien et vous convient bien à tel point que vous avez pris finalement votre bâton de pèlerin pour tenter d'organiser un réseau comme ça de cardiologues dans notre région pour venir au service de l'accès aux soins de la population. Et donc du coup, ma question, c'était de savoir comment est-ce que vous organisiez, si tant est que c'est organisé, finalement les plannings de réponse aux sollicitations d'ECG. Parce que là, vous avez montré qu'il y avait quelques cardiologues là autour d'Amboise qui faisaient déjà partie du projet là. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, il y a des tours de rotation, des plannings chaque jour, la nuit, le week-end, ou est-ce que pour l'instant, chacun s'inscrit et c'est en fonction finalement de la disponibilité, du temps que chaque cardiologue a, qu'il participe finalement à l'aventure? Et finalement, en deuxième recours, il y a ce réseau finalement national de cardiologues qui est aussi là pour aider les professionnels de santé requérants à trouver une réponse médicale à leurs besoins. Enchanté de je suis content de vous revoir, parce qu'on avait discuté à l'époque et je me rappelle très bien, et on avait échangé sur l'application précédente. Non, mais c'est une bonne question. Pour le moment, il n'y a pas de planning de mis en place, parce que finalement, certes, il y a une demande, mais elle n'est pas non plus hyper importante pour le moment. Et en pratique, on a tous maintenant, on vit tous malheureusement, entre guillemets, avec nos smartphones au bout de notre main. Et franchement, entre deux choses, cliquer sur l'application, répondre, ça prend top chrono 2 minutes. Donc, c'est pas très long à faire. Et donc, le premier qui est disponible, il le fait. D'accord? Et souvent, en fait, parfois, je me connecte un quart d'heure après avoir vu la notification. Et en fait, la demande a déjà disparu, elle a été prise par un confrère et la réponse a été donnée. Et par contre, c'est là où j'informe les médecins traitants. Et parfois, moi, je suis également fautif, donc je me mets dedans. On prend parfois l'avis pensant qu'on va répondre rapidement et finalement, on oublie de répondre et ça bloque l'avis. Voilà. Et donc, je crois que sur Omnidoc, mais je ne suis pas sûr, il y a une possibilité de relancer pour remettre une notification pour dire ne m'oublie pas. Mais après, la limite, attention, je ne pense pas qu'il faut que le médecin traitant qui soit au cabinet avec son patient fasse un électro et dise au patient attendez, on va attendre la réponse du confrère avant de partir. Parce que là, concrètement,
Si la réponse prend un quart d'heure ou une demi-heure, on va pas rester Enfin, c'est pas un avis immédiat à la seconde. À mon sens, c'est plus je fais un électro, le patient est parti par la suite, et je reviendrai vers vous rapidement s'il y a un problème, parce que la réponse, je l'aurai dans la journée. Voilà. Donc, il n'y a pas de planning pour le moment, mais si par contre on voit qu'on est débordé, on mettra un planning, et par contre, on va faire la pub auprès d'autres cardiologues de la région pour essayer de nous rejoindre, pour tenter de répondre à une demande plus grande s'il y a une demande qui est plus grande. D'accord. En tout cas, merci de l'initiative. Moi, votre projet là d'organisation, finalement, enfin on voit bien que finalement la téléexpertise, bon, c'est quelque chose que les médecins faisaient déjà depuis plusieurs années avec les outils existants. On a parlé de WhatsApp pour nommer que celui-là, ou le fax. Aujourd'hui, effectivement, la téléexpertise va prendre un nouveau virage et je pense même que les usages vont se démultiplier. Et donc derrière ça nécessite forcément, parce que c'est nouveau, parce que on a tous besoin de se sécuriser, et à commencer par les médecins traitants, les EHPAD aussi. Et donc peut-être que, je fais allusion aux propos de notre infirmière précédemment, peut-être qu'il va falloir sensibiliser, peut-être cadrer des usages ou aider les professionnels de santé requérants, médecins ou non médecins d'ailleurs, pour apprendre à identifier la pertinence de demander on va dire l'interprétation de tel ou tel acte. Donc là, sur l'exemple de l'ECG, ça pourrait être aussi une manière de se former collectivement ou de se sensibiliser. Je sais pas qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire, mais je pense qu'aussi sur d'autres pathologies, peut-être qu'on y viendra, et que là, je lance un appel plutôt à l'ensemble des fédérations, finalement, des URPS, que là, on aura peut-être un groupe de travail ultérieurement à lancer, justement pour sécuriser la pratique, éviter qu'il y ait trop de dérives, éviter la non-pertinence ou la redondance des actes. Et tout ça doit être fait pour pas décourager les médecins spécialistes de répondre à des sollicitations de téléexpertise. Et puis se pose aussi, j'imagine, la question après du rendez-vous en présentiel, quand vous recevez des demandes à gauche, à droite, enfin qui sont loin de votre cabinet. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment vous faites. Est-ce que vous réorientez le patient sur sa CPTS pour essayer de trouver une réponse quand vous êtes confronté à un besoin d'un rendez-vous en présentiel? Parce que j'imagine que vous n'allez pas voir toute la patientèle de la région. Ouais, c'est très compliqué, vous avez raison. C'est pour ça qu'en pratique, des fois, c'est compliqué, parce que c'est vrai que des fois, le confrère, il est un peu bloqué, on lui dit qu'il a besoin d'un rendez-vous cardio. Évidemment, s'il y a une urgence, il l'envoie à l'hôpital, il y a pas à discuter, hein. Mais des fois, c'est pas urgent d'aller à l'hôpital, c'est pas non plus 6 mois. Sauf que vers chez lui, il n'y a pas de rendez-vous de cardio avant ces délais-là. Après, là, on est limité, malheureusement. Il faut essayer chaque médecin travailler son réseau et de contacter le cardiologue qu'il connaît. Mais après, sinon, nous, à Amboise, évidemment, on est toujours disponible. Les médecins nous connaissent, mais évidemment, ça fait un peu loin, et c'est pas la solution à long terme. À long terme, c'est d'avoir plus de cardiologues, mais j'ai pas de solution. Oui, c'est pour ça qu'on sait qu'on n'a pas de bonne solution sur beaucoup de sujets, et donc c'est voir quelles sont les moins mauvaises solutions qu'on souhaite mettre en place dans notre région, dans l'attente de plus de professionnels et de meilleures solutions. Mais les moins mauvaises, c'est de contacter le cardiologue avec qui on travaille régulièrement, s'il est gentil et peut nous aider, ou alors nous contacter. Beaucoup de confrères ont notre mail à Amboise, et ils savent que s'ils nous envoient un mail, on va les voir rapidement, les patients, si évidemment le patient peut se déplacer. Mais évidemment, ce n'est pas des bonnes solutions, hein. C'est des solutions qui sont très temporaires, en attendant mieux, hein. On a conscience de ça, mais c'est des bonnes questions, ce que vous dites. Merci Brice, on a des mains qui se sont levées, et puis merci docteur Darwish, docteur Bidot, et après on a le docteur Dupuy-Fourdon et Jean-Michel. Docteur Bidot, je vous laisse la parole. Oui, merci. Je voudrais je voudrais insister sur le fait que à partir du moment où on a un outil qui est ergonomique et qui répond aux besoins du terrain, eh bien miraculeusement les usages se développent, et sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit de plus pratiquement, et avec un accompagnement minimum. Donc c'est un exemple, OmniDoc qui est l'exemple à retenir, aussi bien en termes de choix d'outils que le grade a permis, et
en termes de leçons que ça nous donne sur les fonctionnalités nécessaires à ce qu'un outil rentre dans les usages en libéral. Et pas qu'en libéral d'ailleurs, hein, dans le parcours de soins. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Monsieur Margret a bien identifié la limite, à savoir que on ne peut pas imaginer qu'un groupe de cardiologues d'Amboise réponde à tous les besoins de la région, ce d'autant plus que dans un certain nombre de cas, comme ça a été dit, il va falloir une consultation physique et qu'il va falloir qu'on se mette en situation d'avoir une offre répartie sur le territoire avec la téléexpertise qui permet de graduer la réponse et de prioriser les consultations qui nécessitent d'être vues physiquement par le cardiologue. Et c'est l'enjeu des équipes de soins spécialisées qui devront avoir dans leur panoplie la téléexpertise pour pouvoir répondre dans les délais compatibles avec les besoins de santé du patient, la prise en charge la plus adaptée au-delà de l'avis de téléexpertise. Donc, il y a un enjeu fort, hein, mais ça, on le sait, d'intégrer la téléexpertise dans les missions des équipes de soins spécialisées et de voir des équipes comme celle du docteur Darwish intégrer cette démarche d'équipe de soins spécialisés. Merci, docteur Vidot, pour les remarques et observations. Docteur Dupuy-Fourdan, vous vouliez ajouter? Le micro est coupé pour madame. Ouais, il faut ouvrir votre micro, Florence. C'est bon. C'est bon, oui. Ouais. Florence Dupuy-Fourdan, je suis dermatologue installée à Orléans et à l'initiative donc du réseau de téléexpertise sur l'Orléanais avec deux autres collègues. Je voulais poser une question à Pierre et à Madame Moussion pour la cotation sur l'IPA. Donc vous êtes requis du coup. Vous êtes requis et donc ça se passe comment alors puisque vous êtes Alors, la rémunération se fait par la CPTS. D'accord. Parce qu'en fait, je suis sollicitée que par les professionnels du territoire. Et quand j'ai besoin, comme c'est sur mon territoire, je vais parfois à domicile voir directement la plaie quand je juge qu'il est nécessaire. Donc, c'est la CPTS qui me rémunère. D'accord. Donc vous êtes cantonné au Génoiserie, hein, c'est pas sur tout le Loiret. Parce qu'il y a une demande énorme hein, sur les plaies. Pour le moment, oui, là, c'est vraiment localisé sur notre territoire, la CPTS D'accord. Berry-Génois. Et vous avez le projet d'avoir d'autres infirmières avec vous ou dans un cadre de faire de la téléexpertise sur tout le département? Il y a d'autres infirmières qui sont intéressées par ce projet ou pas, non? Alors moi, sur notre territoire, j'ai une collègue aussi, infirmière libérale qui est formée avec un DU. Mais en fait, en fait, elle n'était pas très intéressée pour travailler sur le groupe de travail, mais peut-être que là, avec le OmniDoc qui est, comment dire, qui est finalisé, il faut que je vois avec elle. Donc, on pourrait peut-être être déjà 2 sur le territoire. D'accord. Et donc pour les ordonnances, c'est le médecin avec qui vous travaillez dans la MSP qui fait l'ordonnance. Le médecin du territoire ou l'infirmière, alors c'est soit le médecin ou l'infirmière fait remonter. L'infirmière peut faire remonter aussi ma synthèse, parce que pour le moment, je rends mes avis aussi sur MS Santé, puisque pour le moment, je n'avais pas Omnidoc. Et donc, je mettais soit en copie le médecin ou l'infirmière pour que tout le monde ait l'information. Donc, je fonctionnais de cette manière. Et les médecins avec qui je travaille sur la maison de santé, en fait, je ne passais pas par... c'était pas une rémunération via la CPTS, mais via les ACI de la maison de santé, puisque je travaille avec eux et j'ai le même logiciel commun WEDA. D'accord.
Oui, alors je voulais témoigner comme le docteur Darwish sur OmniDoc, hein, qui est vraiment une application géniale. Moi, j'ai vécu toute l'épopée TELIS, Covotem, Covalia depuis 2015, donc là, j'apprécie vraiment. Donc moi, comme Monsieur Darwish, j'ai une connexion. On me demande de me reconnecter toutes les semaines, mais par mail, hein, aussi Enfin, moi, je suis sur le PC, pardon, je suis pas sur mon téléphone. Et donc, même sur mon PC, je suis obligée de mettre mon identifiant une fois par semaine. Donc, contrairement au docteur Darwish, nous, on a voulu créer un réseau avec un planning à la semaine et je pense que c'est vraiment, moi, ça me paraît une super solution parce qu'on était inondé de demandes. C'est vrai qu'au début, j'étais toute seule, mais le fait de fonctionner semaine par semaine et qu'on puisse partager les avis difficiles, on répond sous 72 heures. Alors c'est vrai qu'on a souvent des rappels par OmniDoc pour dire qu'on n'a pas répondu. Au bout de 2 jours, on n'a pas encore répondu qu'il faut répondre. Donc ça, c'est un peu pénible, mais ça, je leur ai signalé aussi. Donc nous, on s'est cantonné au 45, au 41, au 18 et au 28, parce qu'en dermatologie, on revoit quand même 50% de nos avis de téléexpertise. Quand c'est de l'oncodermatologie, ben là, il faut faire des biopsies, il faut revoir, on ne peut pas tout régler. Si on voit le verre à moitié plein, on voit quand même 50% il y a 50% des consultations qui n'ont pas besoin d'être vues en cabinet. Et donc, on s'est cantonné au 45 et au département limitrophe. Là, depuis une quinzaine de jours, on reçoit des avis de toute la France, hein, de Brioude, de Nice, etc. Et donc, moi, je rejette ces demandes parce que voilà, c'est pas possible. On peut pas on va pas demander, on va pas faire un courrier pour que le patient voit un dermatologue à Nice pour faire recommander une biopsie, hein. Donc ça, je rejette les demandes et je suis du réseau, j'accepte les demandes des IDE, enfin des infirmières et des sages-femmes, ce que font pas mes 2 collègues pour les mêmes raisons que le docteur Darwish, hein, avec bon, voilà, ça c'est comme je le faisais depuis longtemps, je ne me vois pas en mesure de refuser les demandes que je donnais auparavant. Et puis voilà, donc je sais plus, voilà, oui, l'interfaçage avec les logiciels santé, ça c'est en cours avec Axis Santé pour ceux qui sont avec Axis Santé. Et OmniDoc peut nous installer ce qu'on appelle Intelio, si Monsieur le Maître me dira si c'est bon. Et donc on peut facturer par le biais de ce petit logiciel qu'on rajoute en attendant d'avoir l'interfaçage possible avec Axis Santé qui est en cours. Voilà, en tout cas, merci merci à l'ARS et puis à OmniDoc pour cette belle réussite. Si vous avez des questions. Merci Florence pour l'intervention. Des questions sur la dermato, à part les dermatos qui sont à Nice, comme le signale le docteur Vido dans le chat? Oui, oui, il y a des dermatos à Nice, mais bon, apparemment, ils répondent un peu moins vite que nous. Très bien si notre région peut venir au service et à l'aide d'autres régions. Non, blague à part, je pense que, enfin, je prends l'exemple de la dermato. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de conventions qui rémunèrent les actes de téléexpertise, que ça soit pour des requis ou des requérants. Et je trouve que on va dire sur la plaie cicatrisation, sur le pied diabétique, on a la CEPAM qui parlait tout à l'heure des podologues et des pédicures qui vont être à partir de début 2024 autorisés à facturer des demandes de téléexpertise. On voit qu'on a des réseaux infirmiers aussi qui travaillent sur le suivi des plaies et cicatrisations. Et donc, moi, tous ces éléments-là me fait dire, me fait penser, me fait espérer même que les prochaines étapes, c'est peut-être aussi de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser, graduer au sein de notre région peut-être des organisations, je parle en tant qu'ARS, donc effectivement, moi j'ai cette casquette-là et cette ambition-là pour notre région, de voir effectivement comment est-ce que finalement entre les diabétologues, les dermatologues, les podologues, enfin un certain nombre d'acteurs qui sont différents, mais qui voient un certain nombre de choses et voir à un moment donné comment est-ce que les uns et les autres peuvent finalement s'entraider, graduer leurs interventions pour que justement chaque acteur finalement travaille bien sur son terrain finalement.
ce qui permet en même temps de protéger chacun des spécialistes pour vous éviter, encore une fois, d'être assailli de demandes pour lesquelles vous seriez en difficulté après pour y répondre. Et à ce titre-là, l'IRPS le sait bien, on réfléchit actuellement à mettre en place un appel à projet sur la e-santé, sur la téléexpertise notamment, pour identifier des projets, des organisations de téléexpertise qui nécessiteraient d'être financées. Donc ça va faire plaisir au docteur Darwish qui le mentionnait tout à l'heure. On sait que le droit commun finance déjà un certain nombre d'actes de téléexpertise. On sait qu'on a les conventions médicales, la ROSP, qui finance aussi des forfaits pour aider les professionnels à acquérir des outils de télésanté. Pour autant, s'il y a encore des trous dans la raquette, on est tout à fait volontaire et en lien avec le conseil régional et la préfecture de région également à financer un certain nombre d'actions. Par contre, on ne financera pas les actions individuelles. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de financer les projets collectifs. Et donc là, si on voit qu'on a des organisations comme ça sur la cardio, sur la dermato qui se mettent en place et qui nécessitent sur différents CPTS, c'est peut-être on va dire, enfin sur un bassin de vie assez conséquent. S'il y a des projets comme ça d'équipement, des projets de téléexpertise, on sera certainement intéressé de financer ça. Donc on vous invite à y réfléchir et que si vous avez des idées ou des projets, n'hésitez pas à contacter soit vos CPTS ou votre fédération ou directement l'Agence régionale de santé pour qu'on examine avec vous la manière dont on peut vous accompagner au mieux sur ces types d'initiatives. Merci Brice pour le rappel. Il y a le docteur Lemaitre qui lève la main depuis tout à l'heure. J'ai peur qu'il ait mal à l'épaule après. Jean-Michel. Il fera une téléexpertise. Non, j'ai pas de crampes encore, non, c'est bon. Pour répondre, il y a les projets bucco-dentaires actuellement où justement les dentistes dans leur convention ne peuvent pas facturer si je me trompe pas les TLE et manifestement il y a beaucoup de demandes dans les EHPAD. Enfin voilà, ça c'est un sujet. Je voulais compléter un tout petit peu. On a pas mal parlé, ça m'étonne pas du tout en TLE de la cardiologie et de la dermatologie. C'est des sujets où il y a une photo, deux photos, un petit peu de texte, une question, une réponse rapide. Moi, je crois aussi beaucoup, et ça a été dit sur le 28, là aussi aux endocrinos, en hémato, des sujets aux rhumato, enfin toutes ces choses-là, où finalement la constitution du dossier par le requérant est quelque chose d'important. Ça veut dire que j'ai entendu le volet de synthèse, ça me fait toujours plaisir. Après, il y a quelques documents importants qu'il faut extraire de son dossier, déposer sur la plateforme. Ça se fait pas trop avec un smartphone. Par contre, ça, c'est à partir de nos logiciels métiers de requérants qu'on constitue le dossier, qu'on dépose sur la plateforme. C'est une téléexpertise, ça existait. Avant, il y avait les TL1 et puis les TL2. Là, c'est une expertise un peu plus complexe où l'interfaçage entre les LGC et la plateforme est quelque chose de très important, notamment celui du requérant, c'est la constitution du dossier. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que, ça c'est un petit retour d'expérience, quand on demande un avis de téléexpertise et que ça nécessite une IRM, ou un examen spécialisé, ça nous aide à appuyer nos demandes. Ça veut dire que quand on demande un rendez-vous d'IRM, si on n'a pas d'argument fort, on a des délais longs. Si on dit qu'on a eu une téléexpertise qui préconise un examen dans les 3 semaines, on va obtenir l'examen dans les 3 semaines. Et c'est tout l'intérêt, je dirais, de la TLE dans la hiérarchisation, la classification, les délais de rendez-vous, etc., pour appuyer la médecine de premier recours. Voilà, c'est les petites précisions que je voulais apporter. Merci Jean-Michel. Il y avait une question dans le chat et après je redonne la parole au docteur Bidot sur bonsoir. Si le patient nous demande une copie du compte-rendu de telle expertise, peut-on lui transmettre pour son dossier médical? Et le docteur Dupuy-Fourdan qui fait elle-même sa téléexpertise dans le chat. Oui, tout à fait, le compte-rendu sert de courrier pour la consulte avec le spécialiste. Voilà, donc ça c'est la réponse, elle est aussi efficace que sur l'outil OmniDoc. Docteur Bidot, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport à l'inquiétude exprimée par Monsieur Margret quant à la multiplication des sollicitations des spécialistes experts,
Bien entendu, un certain nombre de patients n'ont pas de médecin traitant, mais la majorité des patients ont encore un médecin traitant. Et je pense que la meilleure procédure pour limiter à des accès nécessaires, c'est de ne pas sauter l'étape médecin traitant. Y a-t-il encore quelques questions ou pas? Sinon, je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de nous répondre, de donner un petit avis sur le webinaire. Vous avez le petit QR code que nous a préparé Mathieu, notre chargé de com. Sinon, vous allez recevoir le questionnaire demain par mail et vous aurez les supports de présentation et le replay va être travaillé dans les semaines à venir. Donc, il sera aussi diffusé pour tous les personnes et les professionnels qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? On peut encore prendre une question ou deux, mais on est dans le timing. Pas une question, mais merci à tous ceux qui sont venus témoigner de leur usage d'Omnidoc, parce que manifestement, on a franchi un grand cap par rapport aux outils qu'on nous proposait au préalable. Et on voit bien qu'avec les outils précédents, on se posait la question de savoir comment on allait constituer le pool d'experts. Et ben là, on se pose même plus la question. L'outil est tellement, l'enrôlement est tellement facile la facturation des actes aussi, que les experts, ils s'enrôlent tout seuls, il n'y a presque pas besoin d'aller les chercher. Encore une fois, c'est une expérience à méditer. Confirme ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on voit bien que mes collègues me demandent régulièrement comment participer, et la demande en tant qu'expert et là, personne ne rechigne à le faire. Et on le voit bien parce que l'avis, quand il est envoyé, il part très rapidement. Il ne traîne pas. C'est vraiment l'outil qui est ergonomique et la cotation qui est simple qui font que derrière, on a réussi cela, quoi. Mais je pense, sans vouloir radoter, que ça va nous faciliter les choses pour la constitution des équipes de soins spécialisés. Cet outil-là va quand même a priori nous faciliter le travail. On l'espère tous. Merci Xavier. Tu veux rajouter un petit mot pour conclure? Je vois que tu as rallumé ta caméra. Tu vas peut-être nous dire un petit mot avant de te rendormir. Alors d'abord, merci David de penser qu'à cette heure-là, je suis déjà en train de dormir. Alors, ce que je voudrais juste dire, d'abord, c'est effectivement, ça a été un long travail d'arriver à sélectionner une application et que nous avions mis en place un comité de sélection composé de vrais professionnels pertinents dans leur analyse et qui, en finale, ont voté à l'unanimité. À l'unanimité, ça ferait rêver beaucoup d'hommes politiques pour Omnidoc. Il y avait quand même à peu près une vingtaine de personnes, avec effectivement un groupe pluridisciplinaire, et avec bien sûr nos deux grands spécialistes du grade, que sont Dominique et Estelle. Il y avait des médecins, il y avait des infirmiers, des soignants, voilà. Si on fait un parallèle entre ce projet et aujourd'hui, ce retour d'expérience, cette satisfaction unanime et un autre projet que tout le monde connaît bien, voilà, il y a bien en région la place pour trouver une solution régionale et c'est vraiment... il faut tirer les conclusions de ça. C'est-à-dire qu'il faut s'interdire, et je pense que maintenant tout le monde est d'accord, il faut s'interdire de partir sur des solutions qui ne conviennent pas aux utilisateurs. Elles peuvent être parfois séduisantes sur le plan technologique, elles peuvent parfois être porteuses peut-être d'innovation qui a 2 ou 3 ans, mais là, en l'occurrence, non. La conclusion, c'est mettre des professionnels autour de la table,
c'est eux qui doivent choisir, c'est eux qui savent en fait, c'est eux les sachants. Est-ce que cette application convient ou pas? Et le monde des informaticiens doit effectivement vérifier que l'application, elle a pas de faille sur le plan de la cybersécurité, qu'elle n'a pas de problème sur les problématiques d'accès, mais avant tout, si on veut créer les usages, il faut que les applications que nous choisissons répondent à une logique utilisateur. Voilà, ça, pour moi, je pense que ce projet est un modèle, doit être un modèle. Et vraiment, merci à tout le comité de sélection qui a travaillé pendant plusieurs mois, qui a vu beaucoup d'applications et qui a finalement réussi à se mettre d'accord. Ben, merci Xavier pour les mots de la fin. Moi, je tenais à remercier tous les intervenants et puis qui nous ont aidés à préparer ce webinaire et avec l'ensemble aussi avec les équipes d'Omnidoc qui sont toujours très disponibles pour répondre à nos questions et pour être présents. Donc voilà, donc merci à tous et à toutes. Prochainement, donc, du coup, vous recevrez le petit compte rendu avec les présentations. Pensez à répondre au petit questionnaire pour donner votre avis. Puis aussi, vous aurez le replay qu'il ne faudra pas hésiter à diffuser auprès aussi de confrères, de consoeurs ou de partenaires potentiels. Merci à tout le monde, en tout cas, de votre participation et de votre présence ce soir.